Touchons-nous à la fin de la guerre en Iran. Après presque 3 mois de bras de fer, Donald Trump et son administration se montrent résolument optimistes. Le président américain allant même jusqu'à annoncer ce week-end qu'un accord serait scellé dès dimanche. Nous voilà donc le jour d'après et toujours aucun compromis de concrétiser. Pourtant, s'ils temporisent, les Iraniens eux aussi font état de progrès sur de nombreux points dans les négociations. Des avancées mais pas d'accord imminent, notamment sur le détroit d'Ormuz, toujours bloqué à la circulation. Alors à qui profite ce temps long? Les Américains arriveront-ils à conclure, comme ils le disent, un accord qui leur sera favorable? Et que dire des Israéliens déterminés à garder, je cite, leur droit à se défendre? Pendant cette demi-heure, on va tenter de comprendre ce qui se joue et se dessine avec notre invité Bertrand Badi. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de l'info du jour. Avant toute chose, on va peut-être commencer par entendre la réaction iranienne. Le ministère des Affaires étrangères, c'était ce matin. On écoute et on en reparle juste après. Les développements rendus publics ces derniers jours sont le fruit de plusieurs semaines de négociations menées sous la médiation du Pakistan. Plusieurs autres pays ont également exercé leurs bons offices durant cette période. Par conséquent, il est exact d'affirmer que nous sommes parvenus à un accord sur une grande partie des points abordés. Toutefois, personne ne peut prétendre qu'un accord est sur le point d'être signé. Et je me tourne vers le spécialiste des relations internationales que vous incarnez, Bertrand Badi. On a encore ce sentiment aujourd'hui de deux salles, deux ambiances, deux récits bien distincts entre Washington et Téhéran, là, qui rectifie un peu le propos américain ce matin. Oui, certes, on avance, mais on n'y est pas encore. Oui, il y a quand même un alignement des planètes comme il n'y en avait pas eu depuis un certain temps. Et il y a même une communauté de langage, puisque l'imminence était présentée des deux côtés. Pourquoi ? Pour 3 raisons très simples. La première, c'est que aujourd'hui, le temps joue contre tout le monde. C'est-à-dire que l'on voit la popularité de Donald Trump baisser de manière inquiétante aux États-Unis, parce qu'on voit la pression systémique, c'est-à-dire pas la pression directe d'un acteur qui vous intimiderait, mais la pression de l'ensemble des forces politiques, économiques, sociales qui sont impliquées par cette crise du Golfe, et je pense en particulier à la Chine, dont le rôle est comme toujours discret mais important, et parce que, enfin, le coût de part et d'autre commence à devenir élevé. Il ne faut pas oublier quand même que l'Iran a fait preuve de résilience, on y reviendra probablement, mais le blocus américain et même le blocus du détroit d'Ormuz se révèle très coûteux pour l'économie iranienne. Alors le problème, c'est qu'il y a une asymétrie, c'est-à-dire que les Iraniens sont engagés dans une guerre de survie. Dans une guerre de survie, on est prêt à payer davantage quand votre survie est directement en cause, et aussi on a tendance à diminuer les coûts, c'est-à-dire considérer que ce qu'il faut faire pour cela n'est pas absolument infranchissable. Mais on arrive quand même à un niveau où l'économie iranienne aimerait bien se relancer. Le grand problème, et je l'ai déjà dit je crois sur ce plateau, c'est que chacune des deux parties est persuadée que l'autre est plus pressé que soi. C'est-à-dire que côté iranien, on est persuadé que Trump veut arrêter à tout prix, et Trump, qui a une grammaire très classique des relations internationales, qui considère que c'est le rapport de force qui fait la loi, considère que les Iraniens n'en peuvent plus. Pour vous, aujourd'hui, vous me placez ces deux acteurs au même niveau en termes de timing. Il n'y en a pas un qui a plus intérêt à accélérer le rythme que l'autre? Alors, c'est très compliqué parce que, et vous avez raison de poser cette question, l'acteur n'est pas unique. Côté iranien, il faut voir que les plus radicaux auraient avantage à ce que cette crise dure. Parce que plus l'Iran s'installe dans la crise, plus on constate que ce sont les hardliners, les tenants d'une ligne dure, qui ont la main. Et donc, on peut considérer qu'à l'intérieur du système iranien, il y a des forces qui agissent en sens différent, voire contraire, que les plus durs ont intérêt, pour consolider leur propre pouvoir par rapport aux autres, à ce que ce conflit
continue. Alors qu'au contraire, ceux qui sont tenants d'une ligne d'ouverture, évidemment, voudraient profiter de cette occasion. Puis il y a un dernier paramètre qui est le paramètre hezbollahi. C'est-à-dire le Hezbollah considère qu'un accord entre l'Iran et les États-Unis est une chance de survie pour eux, parce qu'ils devraient mettre un terme aux attaques israéliennes et ils devraient neutraliser un processus de négociation entre Beyrouth et Tel Aviv qu'ils considèrent comme désastreux pour eux. On va y revenir à la partie libanaise et évidemment à cette réaction du Hezbollah. Hier, j'aimerais qu'on aille peut-être, avant de retrouver Siavosh Ghazi à Téhéran, qu'on regarde quelques images. Bref, état des lieux de ce qui s'est dit et de là où on en est aussi, surtout, quels points sont actuellement à l'étude entre Washington et Téhéran. Explication avec Alexandra Quareni et Thibaut Francesquet. Après des semaines de blocage, les négociations semblent enfin avancer entre l'Iran et les États-Unis. Depuis l'Inde, le secrétaire d'État américain Marco Rubio le confirme, tout en restant prudent. On pensait avoir des nouvelles hier soir, peut-être aujourd'hui. Je ne m'avancerai pas trop là-dessus. Cela prend un peu de temps pour avoir un retour. Nous avons ce que je considère quelque chose d'assez solide sur la table en ce qui concerne leur capacité à rouvrir le détroit, à en assurer l'accès, à s'engager dans une négociation nucléaire très réelle, significative et limitée dans le temps, et nous espérons pouvoir y parvenir. Même prudence côté iranien. Son négociateur en chef, qui a rencontré le chef de l'armée pakistanaise, évoque un accord cadre composé de 14 clauses rédigées par l'Iran. L'accord prévoit la réouverture progressive du détroit d'Ormuz, qui resterait sous le contrôle de l'Iran, selon les dernières propositions. Mais le nucléaire reste une ligne rouge pour Téhéran, qui refuse de l'intégrer au projet. La question du détroit d'Ormuz figure parmi les sujets dans ce protocole d'accord en 14 points. Mais surtout, il est crucial pour tous les pays de mettre fin aux actes de piraterie commis par les États-Unis à l'encontre de la navigation internationale. Donald Trump menace toujours de reprendre les frappes sur le pays en cas de refus d'accord par les Iraniens. En retour, l'Iran menace lui d'une réponse écrasante en cas de reprise des hostilités par les Américains. Et on est en direct avec Siavosh Ghazi, qui est notre correspondant à Téhéran. Bonjour Siavosh. L'administration américaine ne cesse d'évoquer l'imminence d'un accord avec Téhéran qui a temporisé aujourd'hui. Certes, il y a des rapprochements sur un certain nombre de points, mais pas encore de compromis concrets imminents. Où est-ce qu'on en est côté iranien et comment le régime communique à ce sujet ? Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères est également porte-parole de l'équipe des négociateurs nucléaires. Donc, ce qu'il dit donc montre est la voix du pouvoir iranien et la parole du pouvoir iranien. Donc, c'est très important lorsqu'il parle. Donc, il a dit aujourd'hui que c'était aux Américains de prendre des décisions pour permettre un accord et que l'Iran n'était pas pressé ni sous pression. Donc, tout d'abord, sur le théâtre libanais, il devait y avoir un arrêt des frappes israéliennes contre la population chiite au Liban, mais aussi contre le Hezbollah. Et ensuite, pas question pour l'instant de parler du dossier nucléaire, puisque cela sera évoqué lors de la seconde phase. Donc, une fois que ce protocole d'accord aura été appliqué, il a même répondu directement à Marco Rubio, qui avait dit que l'Iran allait utiliser une partie de l'argent qui devait être débloqué. Et pour cette raison-là, les États-Unis ont fait marche arrière. Il y a eu un revirement parce l'Iran allait utiliser cet argent pour fabriquer des missiles et des drones. Et il a dit, bien évidemment, nous allons le faire parce que sans ces missiles et sans le drone, nous n'aurions pas pu résister aux Américains et aux Israéliens et donc permettre de sortir la tête haute de ce conflit. Et donc, bien évidemment, l'Iran va utiliser une partie de cet argent qui doit être débloqué pour fabriquer des missiles et des drones. Merci beaucoup Siavosh en direct de Téhéran pour France 24. Une question sur le détroit d'Ormuz qui figure a priori dans les points, les bullet points de cet accord. Les Américains veulent la libre circulation. De nouveau, ils disent pas de péage pour les bateaux. Les Iraniens disent OK, pas de péage, mais des frais de service pour navigation. On parle de la même chose là. Est-ce qu'on va réussir à s'entendre sur ce sujet ? Alors, c'est dans une négociation, on met toujours le cran au-dessus de manière à obtenir le fondamental. Le fondamental, il est clair, c'est-à-dire l'Iran
rouvre le détroit d'Ormuz contre la levée du blocus américain et contre le dégel des avoirs financiers de l'Iran à l'étranger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire arriver à un accord dans lequel, côté iranien, on accepte de revenir strictement à l'état antérieur, avec en plus obtenir un dégel des avoirs. C'est-à-dire que on est dans une négociation dont le résultat risque d'apparaître comme très désavantageux pour les États-Unis. C'est ce qui commence à se dire dans le clan ou la partie la plus radicale du clan trumpien aux États-Unis. Vous avez entendu le sénateur Lindsey Graham et d'autres protester en ce sens, et c'est probablement ce qui explique le rétropédalage de Trump. Et puis, deuxième difficulté, c'est mais où est là-dedans le nucléaire? Et ça, c'est quand même un tour de force iranien que d'avoir... Qui était le point de départ au départ pour les Américains, exactement, il faut le rappeler. D'avoir réussi à mettre un terme à une guerre qui avait été officiellement déclarée pour mettre un terme au programme nucléaire iranien. Et là aussi, ça tire alors plus... déjà du côté états-unien, ces ailes radicales dont je parlais tout à l'heure, mais surtout du côté israélien, ce qui révèle que Israël et les États-Unis ne sont pas exactement sur la même ligne, et ça introduit une incertitude supplémentaire dans l'avenir de cet accord. Est-ce que Trump peut complètement passer outre le point de vue de Netanyahou dans la conclusion de cet accord? Alors c'est intéressant, parce que rappelez-vous, le 28 février, on avait le sentiment, mais à mon sens c'est plus qu'un sentiment, d'ailleurs Rubio avait expliqué que c'était la réalité, que c'est Netanyahou qui avait entraîné Trump dans une guerre. Là, la question est de savoir si Trump peut entraîner Netanyahou dans une paix dont il ne veut pas. On n'a pas le sentiment, en tout cas, pour l'instant. Oui, mais enfin, Trump n'a pas dit non plus son dernier mot. C'est-à-dire, c'est pas non plus du genre à se laisser tordre le bras par le Premier ministre israélien. Puis, vous savez, ça fait quand même un bon bout de temps que les relations, je dirais, petit frère à grand frère entre Israël et les États-Unis ont été dépassées. Donc, effectivement, on est dans une situation de plus grande fluidité. Ce n'est pas non plus joué d'avance. En tout cas, en cas d'accord, Israël dit avoir reçu la garantie par Washington qu'elle conserverait son droit à se défendre. On va aller retrouver tout de suite Claire Duhamel, qui est notre correspondante à Jérusalem et qui nous écoute depuis le début de cette séquence. Bonjour Claire, qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? Un accord avec l'Iran ne signifie pas la fin de la partie pour les Israéliens, notamment au Liban. On nous rapporte des frappes, de nouvelles frappes hier, un soldat israélien qui a été tué à cette occasion, et puis cet ordre d'évacuation qui était lancé il y a quelques heures à peine à une dizaine de villages dans le sud du Liban. Bonjour Elisabeth. Alors c'est un peu ambivalent puisque depuis le début de cette guerre en Iran, les Israéliens ont tout fait pour décorréler la guerre en Iran de la guerre au Liban. On se souvient ainsi que le cessez-le-feu, même s'il n'est pas respecté, contre le Hezbollah, il a été acté le 17 avril dernier, soit une dizaine de jours après le cessez-le-feu acté entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Néanmoins, et ça a bien été rappelé par Siavosh Razi, les gardiens de la révolution islamique d'Iran ont dit que ces négociations-là étaient conditionnées à une fin des frappes israéliennes au sud Liban, et ainsi que le Hezbollah reste directement lié à l'Iran, qui est bien sûr celui qui l'arme, celui qui le finance. Côté israélien, en tout cas, la majorité des responsables politiques sont contre ces négociations entre les États-Unis et l'Iran. J'étais ce matin à une conférence de presse d'un leader de l'opposition, Yair Lapid, qui se présente aux élections allié avec Naftali Bennett contre Benjamin Netanyahou, et qui dit qu'Israël ne doit pas être un État vassal des États-Unis, et ainsi il se pose contre toute idée d'accord avec l'Iran. Depuis des années, en fait, c'est dans la doctrine israélienne qui est que Israël n'a pas intérêt à négocier avec l'Iran sur ces sujets clés que sont par exemple le nucléaire, que les Israéliens considèrent comme une menace existentielle. Néanmoins, on l'a bien vu ces dernières semaines, ce sont avant tout les États-Unis qui décident lors des négociations, et la parole de Benjamin Netanyahou, ça a été de dire qu'Israël conservait une marge d'action, une marge de défense telle qu'il le dit, si tant est qu'il y a un accord qui est bien signé dans les prochains jours ou les prochaines heures entre les États-Unis et l'Iran.
Merci beaucoup Claire Duhamel. C'est vrai que tout est fait depuis le début de ce bras de fer, depuis le début de ce conflit pour tenter de dissocier les crises entre l'Iran et le Liban. Pardonnez-moi. Bertrand m'a dit cette question sur ce qui se joue aujourd'hui au Liban. Est-ce que vous pensez que les Israéliens abandonneront la partie comme ça, rapidement ? Alors c'est très intéressant parce que c'est vraiment le visage nouveau de la guerre qui se révèle aujourd'hui. C'est-à-dire autrefois la guerre c'était acteur contre acteur, c'était la partie de bras de fer et le plus fort gagnait. Aujourd'hui c'est plus acteur contre acteur, c'est acteur contre système. Et quand on s'attaque à un système, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des retours venant de tous les éléments de ce système. S'attaquer à l'Iran et l'Iran réagissant en bloquant le Golfe, c'est s'attaquer à l'ensemble du système monde, en quelque sorte, et impliquer une réaction venant de partout, des bourses, de la diplomatie chinoise, de l'opinion publique internationale, des gouvernements du monde, etc. Et c'est exactement la même chose côté israélien. Le jeu israélien consiste à s'en prendre successivement à chacun de ses voisins pour l'affaiblir et officiellement protéger sa sécurité, en réalité construire les éléments d'une hégémonie régionale. C'est plus comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire à partir du moment où vous vous attaquez au Liban, vous vous mettez en situation de symbiose avec le conflit qui a lieu en Iran. Et le grand piège dans lequel est tombé aussi bien Netanyahou que Trump, c'est de ne pas comprendre que dès lors que ces deux conflits étaient simultanés, la solution de l'un dépendait de la solution de l'autre. Et le jeu du Hezbollah est très simple. Si je me laisse piéger par une négociation bilatérale entre l'État libanais et l'État israélien, je perds. Si je m'inscris dans la constellation conflictuelle au Moyen-Orient et que je me rattache au conflit du Golfe, à ce moment-là, je suis protégé. Donc, effectivement... D'où cet appel finalement lancé hier par le Hezbollah qui appelait le gouvernement libanais à abandonner les négociations directes avec les Israéliens. D'autant plus que dans cette négociation, le Hezbollah n'a pas sa place. Et la grande crainte du Hezbollah, c'est qu'un accord entre Beyrouth et Tel Aviv se fasse à son détriment. Tandis que si, effectivement, il se rattache au conflit du Golfe, il a en quelque sorte une garantie de survie et une sorte de protection contre l'État israélien, puisque ce que dit Téhéran, c'est mais si vous continuez à attaquer nos amis hezbollahites, nous on n'est pas d'accord pour débloquer le Golfe. Ça c'est une ligne qui vont pouvoir tenir longtemps, les Iraniens. C'est vrai que depuis le départ, on les a vus ne pas abandonner le Hezbollah libanais. Est-ce qu'ils peuvent tenir longtemps comme ça? Alors vous avez raison de poser la question, parce que c'est en ces termes qu'elle se pose effectivement. C'est pour ça que tout à l'heure je disais le temps aujourd'hui joue contre tout le monde. C'est-à-dire que ce jeu d'Hormuz est quand même très coûteux pour l'Iran, très coûteux économiquement, très coûteux diplomatiquement. C'est-à-dire que peu nombreuses sont les chancelleries, en tous les cas les chancelleries actives, je pense en particulier à la Chine, mais je pense aux puissances... Très dépendant des livraisons d'hydrocarbures qui transitent par là. Mais je pense aussi aux États de la péninsule arabique et puis des États un peu pivots comme la Turquie, le Pakistan, voire l'Inde, l'Égypte peut-être également, qui en ont assez de cette situation extrêmement fragile et périlleuse. Donc ce n'est pas sûr que l'Iran pourra tenir longtemps dans cette affaire. Et c'est pour ça que je parlais d'alignement de planètes tout à l'heure, parce que finalement, Trump et l'ayatollah Khamenei, Mojtaba Khamenei, regardent exactement la même pendule et ont exactement le même sentiment lorsqu'ils voient la trotteuse faire défiler les minutes, les heures et les jours. Même si les postures ne vont pas forcément en ce sens, et ça on l'entend. On parle du détroit d'Ormuz, j'aimerais qu'on parle de pétrole, on parle des conséquences pour l'Iran, parlons peut-être des conséquences pour le monde, parce que tout le monde est suspendu à cette annonce d'accord qu'on croyait voir arriver hier. Les compagnies pétrolières publiques indiennes ont de nouveau relevé ce matin les prix de l'essence et du diesel pour la 4e fois en 10 jours. En Asie, les prix du brut sont conséquents. En Europe aussi, mais on n'est pas les plus mal lotis. Combien de temps
l'économie mondiale va-t-elle pouvoir supporter ce jeu? Les annonces de Trump ont permis de faire chuter les échanges. Ce matin, il y avait beaucoup d'espoir de voir un compromis apaiser la situation, mais quand ça redescend, ça repart de plus belle derrière. Combien de temps le monde va pouvoir tenir ce rythme? Alors, je ne suis pas économiste et je ne suis pas prophète, donc je n'ai aucun atout pour répondre à votre question. En revanche, je voudrais insister sur quelque chose de fondamental. C'est qu'il faut regarder l'économie du monde comme un système et non comme un jeu d'acteurs. À nouveau, c'est la même grammaire qui se met en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr, que les pays d'Asie orientale sont plus pénalisés en matière de livraison de carburant que d'autres pays, et notamment les pays d'Europe occidentale. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est que cette crise est suffisamment importante pour irriguer l'ensemble de l'économie mondiale. C'est-à-dire pas seulement le plein d'essence qu'on nous présente à chaque journal télévisé. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est celui des engrais chimiques. Le problème, c'est celui de la fabrication des matières plastiques. Le problème, c'est faire tourner les usines avec les carburants dont on a besoin pour pouvoir faire tourner des machines. Et là, on voit que c'est un phénomène global, que ce n'est pas un phénomène local. Et c'est là aussi qu'on voit qu'à partir d'un certain seuil, vous avez des diplomaties, je parlais de la Chine tout à l'heure, mais on peut parler d'autres pays qui considèrent la chose comme insupportable. Simplement, ces pays, et la Chine au premier rang, considèrent que ce n'est pas par une intervention spectaculaire de médiation qu'ils pourront régler le problème. Donc, le voyage raté de M. Trump à Pékin... vous le considérez comme raté? Mais évidemment, il est parti les mains vides. Il espérait revenir avec un cadeau pour sa femme. Il n'a rien eu. Et ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait remarquable, presque humiliant pour le président des États-Unis, mais il n'y a pas que le président des États-Unis qui soit rendu à Pékin. Vous avez le ministre des Affaires étrangères iranien, vous avez en ce moment le président Poutine lui-même, et puis vous avez en ce moment aussi des délégations de haut niveau venant du Pakistan, tiens, comme par hasard le Pakistan et d'autres. Tout ceci indique que, à mon sens, ce jeu de pression systémique ne peut pas durer extrêmement longtemps sans avoir un premier effet. C'est la raison pour laquelle on est dans un temps de temporisation et d'atermoiement. J'ose espérer que ce n'est pas durable. Si c'est durable, c'est très simple, ça veut dire une reprise des frappes et de la guerre. Et Donald Trump, semble-t-il, vient de se réveiller parce qu'il tweete de nouveau. En général, c'est l'horaire du réveil et du tweet à la Maison-Blanche. Le président américain qui dit qu'il y aura un accord excellent et significatif ou pas d'accord. Finalement, on a le sentiment d'être reparti au point de départ, c'est-à-dire des annonces pas suivies des faits. Pour vous, on négocie en coulisses et les pressions autour font que Washington et Téhéran, avec cette notion du temps qui coule, et qui est favorable à personne, va les contraindre à un moment donné à avancer et à s'entendre. Oui, moi je vous propose une indication thérapeutique. Ne vous accrochez pas à chaque parole de Donald Trump. Ces paroles n'ont absolument aucun effet stratégique, elles ont un effet communicationnel. Donc il ne faut rien en tirer. On est face à une situation dont on a essayé de décrire la complexité, mais qui n'est pas une situation de total blocage. Ça peut le devenir. J'ose espérer encore une fois que ce n'est pas le plus probable. Si véritablement ces négociations échouent et qu'on assiste à un retour des frappes, alors là, c'est la guerre de 100 ans qui commence. On s'est vu à des moments où vous étiez beaucoup plus pessimiste, où je vous ai vu beaucoup plus inquiet pour le monde. Ça a l'air d'aller un peu mieux, Bertrand Badi. C'est le résultat de quoi? Alors, attendez, n'allons pas trop vite. Nous parlons d'un accord dont vous savez que la substance consiste à se mettre d'accord pour tenter ensuite de se mettre d'accord, c'est-à-dire pour négocier véritablement un processus de paix. Rien dans ce que l'on connaît de cet accord résout les problèmes tels qu'ils sont apparus dès la fin février. Rien. Et quand on voit le temps que ça prend, on a de quoi être inquiet. C'est une sorte de moratoire, mais un moratoire qui fera respirer le monde, ne serait-ce qu'à cause de la levée du blocage du détroit d'Ormuz. Ça veut dire quoi tout ça?
Ça veut dire que la puissance, elle sait détruire, elle ne sait pas construire. On a dépassé ce temps de la puissance qui terrassait l'ennemi, comme disait Clausewitz. Merci beaucoup Bertrand Badi d'avoir été l'invité de l'Info du jour, politologue spécialiste des relations internationales. Merci de m'avoir accompagné pendant cette demi-heure. Restez évidemment avec nous, on continue à décrypter l'absence de concrétisation de l'accord, mais souhaitons résolument optimistes d'un côté comme de l'autre. On se retrouve dans quelques instants pour le journal de France 24. À tout de suite.